Il est 20h à Abidjan. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 21 mars. À la une ce soir, les sénatoriales. Aujourd'hui, mercredi 21 mars, troisième jour de campagne. Le terrain est occupé pour convaincre le maximum d'électeurs avant la fin de la campagne demain jeudi. Les temps forts à l'intérieur du pays dans ce 20h. Dans ce 20h également, le Conseil des ministres, parmi les décisions prises, la création d'un consulat général de la République de Côte d'Ivoire à Lyon en France et la reprise du règlement de la dette intérieure de l'État. La synthèse du Conseil des ministres dans quelques instants. À suivre, après le Conseil des ministres, la conférence de presse du Premier ministre. Information majeure, la Côte d'Ivoire lève 1115 milliards de francs CFA à travers l'émission d'un eurobond. Et on fera un tour à Kigali, au Rwanda, pour parler du sommet extraordinaire de l'Union africaine. Ce mercredi, 44 pays ont signé l'accord 4 portant mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On parlera une fois encore ce soir des sénatoriales. Aujourd'hui, mercredi, troisième jour de campagne, on verra comment les choses se passent à l'intérieur du pays 24 heures avant la fin de la campagne. Mais avant, le Conseil des ministres, parmi les décisions prises, la création d'un consulat général de la République de Côte d'Ivoire à Lyon en France et la reprise du règlement de la dette intérieure de l'État. Le compte-rendu de Viviane Aimé. En plus d'avoir une ambassade de Côte d'Ivoire en France installée depuis de nombreuses années à Paris, le Conseil des ministres de ce mercredi 21 mars 2018, sous la présidence du chef de l'État, a décidé la création d'un consulat général de la République de Côte d'Ivoire dans la ville de Lyon, où réside à ce jour une communauté ivoirienne forte de plus de 5000 personnes. La création de ce consulat répond au besoin d'assurer une gestion plus efficace, plus rationnelle, plus proche de la diaspora ivoirienne en France. L'ouverture de ce consulat permettra d'assurer aux Ivoiriens de France, en particulier ceux vivant dans la région lyonnaise, donc dans la région Auvergne, Rhône, Alpes et dans les régions voisines, une meilleure protection consulaire et une plus grande célérité dans l'établissement de leurs documents administratifs. La question du règlement des passifs de l'État, baux administratifs, arriérés dus aux fournisseurs durant la période 2011 à 2016 a aussi fait partie de l'ordre du jour du Conseil. Selon l'audit commandé par le gouvernement, sur le montant de 362 milliards 28 millions de francs qui a été validé, l'État a déjà réglé le montant de 71 milliards 16 millions de francs. Reste le règlement de 291 milliards 12 millions de francs. Le Conseil a décidé d'apurer le solde des passifs validés, soit 291,12 milliards de francs CFA, sans décote, par titrisation sur 5 ans à compter de l'année 2018. Aussi, le Conseil a instruit les ministres chargés des Finances et du portefeuille de l'État à l'effet de poursuivre et d'achever dans les meilleurs délais les audits relatifs à un certain nombre d'autres passifs, notamment les baux administratifs, les passifs de la SOGEPIE notamment, les créances à déclarer par le BNET, tout cela en prenant en parallèle des mesures appropriées afin d'éviter la reconstitution de nouveaux passifs. Le prix de l'électricité va-t-il subir une augmentation, comme le laisse entendre la rumeur? La réponse du porte-parole du gouvernement. Il n'y a pas d'augmentation du prix de l'électricité. En tout cas, pas à la date à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, et aucune mesure de ce type n'a été discutée au niveau du gouvernement. Aucune mesure n'a été prise non plus. Donc nous ne savons pas d'où vient cette information. Le porte-parole du gouvernement est aussi revenu sur l'opération d'identification des abonnés de la téléphonie mobile actuellement en cours. La date limite est effectivement fixée au 31 mars. Donc le 31 mars, les personnes qui ne seront pas identifiées risquent malheureusement de se voir mises en restriction d'appel. C'est-à-dire qu'elles pourront continuer à recevoir des appels, mais elles ne pourront pas en émettre. À partir du 31 mars, ces personnes-là disposeront de 2 mois supplémentaires pour régulariser leur situation et garder ainsi leur compte.
Si dans les 2 mois qui vont venir après le 31 mars, ces personnes-là n'ont pas régularisé leur situation, évidemment, la sanction ensuite, c'est la coupure définitive et la perte du numéro. Il faut dire que cette opération a démarré depuis le mois de septembre. Nous savons qu'il y a des difficultés, mais en même temps, nous avons proposé des solutions par rapport à ces difficultés-là. En particulier, la première, pour ceux qui n'ont pas de pièces d'identité biométrique, c'est de se rendre à l'ONI et de demander une attestation d'identité avec laquelle ils peuvent procéder à cette opération d'identification. Cela a été dit et cette possibilité est là. L'ONI est tout à fait à la disposition des personnes qui n'ont pas une carte biométrique et qui voudraient donc se faire identifier. La deuxième solution qui est proposée, c'est le parrainage. Vous n'avez pas une pièce biométrique, vous avez un cousin, un frère qui, lui, détient une pièce biométrique, vous allez ensemble faire l'opération d'identification et lui se portant garant, en quelque sorte, de vous. Il s'agit d'une opération qui est importante pour le pays. C'est une opération qui est importante pour notre sécurité à tous. Il n'y a pas d'autre intention derrière. Il s'agit de créer les conditions qui vont à la fois sécuriser l'État de Côte d'Ivoire, mais également sécuriser tous les utilisateurs aujourd'hui des services sur les réseaux et services de télécommunication. Ce sont au total 2 projets de loi et d'ordonnance, 4 projets de décret et 8 communications qui ont constitué le menu du Conseil des ministres de ce mercredi 21 mars 2018, prochain conseil le jeudi 29 mars. Et après le Conseil des ministres, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a animé une conférence de presse. Comme information essentielle, la Côte d'Ivoire lève 1115 milliards de francs CFA sur les marchés financiers internationaux. L'annonce a été donc faite ce mercredi 21 mars par le chef du gouvernement lors d'un point de presse après le Conseil des ministres. Nous vous proposons un extrait. La chose s'est déroulée du 9 au 15 mars 2018 sur les places financières de Londres, de New York, de Francfort et de Paris. À l'issue de ce roadshow, notre pays, la Côte d'Ivoire, vient de lever 1,7 milliard d'euros, soit 1115 milliards de francs CFA, à travers l'émission d'un eurobond à 2 tranches sur les marchés financiers internationaux. Il s'agit d'une tranche de 850 millions d'euros à 12 ans, au taux de 5,25%, et d'une tranche de 850 millions d'euros à 30 ans, au taux de 6,625%. Cette opération s'inscrit dans le cadre du financement du budget 2018 qui a prévu un recours au marché financier sous-régional et international à hauteur de 1 310 milliards de francs CFA. Plusieurs facteurs ont milité en faveur de cette nouvelle sortie sur le marché international, notamment la profondeur limitée du marché régional, la forte exposition des investisseurs sur le marché régional, mais surtout la possibilité pour nous de nous financer à long terme, sans risque de change et à des taux plus bas sur un marché en euros de plus en plus profond. Le gap de financement de 195 milliards de francs CFA sera comblé sans difficulté par recours au marché régional. Tous les fonds donc levés permettront de financer les investissements prévus au budget et de stimuler donc la croissance. Conformément à notre stratégie de gestion de la dette à moyen terme 2018-2022, le ratio dette sur PIB devrait se situer à 43,2% du PIB donc à fin 2018, contre 42,6% à fin 2017, soit une augmentation modérée de 0,6%. Le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire est le plus faible de la sous-région ouest donc africaine. Nous réalisons annuellement une analyse de viabilité donc à long terme donc de notre dette. Le long terme pour nous étant une analyse donc sur une vingtaine donc d'années. La dernière donc analyse qui a été effectuée avant le rebond donc 2018 confirme que le risque de surendettement de la Côte d'Ivoire demeure donc modéré. Cela signifie que tous les indicateurs de solvabilité et de liquidité de la Côte d'Ivoire
demeurent en dessous de leurs seuils respectifs dans le scénario de base. En plus de la performance réalisée en termes de montants mobilisés, la Côte d'Ivoire entre dans l'histoire en tant que premier pays d'Afrique à réussir une émission obligataire en euros sur 30 ans. L'Eurobond 2018 a été l'occasion pour le gouvernement ivoirien de démontrer une fois de plus aux places financières internationales la robustesse de la croissance économique du pays et ses perspectives de développement ambitieuses. Elle a été également l'opportunité de présenter les réformes structurelles et les investissements clés mis en œuvre dans le cadre du PND 2016-2020, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures, de l'éducation et de la santé. Le gouvernement a aussi fait valoir les progrès accomplis quant à l'attractivité réglementaire et fiscale pour les entreprises comme pour les investisseurs donc étrangers. La croissance de la Côte d'Ivoire pour l'année 2017 reste soutenue autour de 7 à 8%, soit le taux le plus élevé de la région UEMOA et le deuxième en Afrique après l'Éthiopie, tout en conservant l'un des ratios d'endettement public les plus faibles de la sous-région. La Côte d'Ivoire est ainsi aujourd'hui la troisième économie du monde par sa croissance et l'un des rares pays d'Afrique subsaharienne à conserver une balance commerciale excédentaire à comparer à ce qui se passe dans la sous-région. Elle a connu un important progrès en ce qui concerne notre PIB par habitant, ceci depuis 2012, pour atteindre aujourd'hui, au niveau du PIB par habitant, un seuil de 1 600 $. Ces performances très fortes, alliées à un rôle majeur et croissant de moteur économique sous-régional, sont le produit du leadership du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et de l'engagement de tous les Ivoiriens pour l'avenir du pays. Elles permettent aujourd'hui à la Côte d'Ivoire de trouver avec crédibilité et aisance sur les marchés internationaux les financements nécessaires pour encore accélérer son développement, le renforcement de son agriculture, l'industrialisation et la diversification de son économie et un partage plus inclusif de la croissance et du progrès socio-économique. Après avoir présenté ces résultats, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a répondu aux questions des journalistes. Ces questions ont notamment porté sur le niveau d'endettement de la Côte d'Ivoire et les secteurs qui seront concernés par les fonds mobilisés auprès des investisseurs internationaux. Le compte-rendu de Mahama Traoré. C'est le deuxième eurobond que le gouvernement d'Amadou Gon Coulibaly réalise avec succès en moins d'un an. Pour autant, cette prouesse emmène à s'interroger si la Côte d'Ivoire ne s'expose pas à un risque de surendettement. Face à une telle inquiétude, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly rassure l'opinion publique. Comme un ménage qui, pour l'acquisition d'une maison, va apporter ce qu'on appelle une avance, un élément qui est l'apport personnel, et va recourir auprès d'une banque pour financer le coût de sa maison, s'endetter pour financer des biens que vous allez acquérir et que vous allez exploiter sur du long terme est une chose normale, que ce soit dans la vie des individus ou dans la vie des nations. Tous les pays du monde, pour se développer, pour faire des infrastructures qui sont des infrastructures dont l'exploitation par les populations se font sur le long terme, s'endettent, tout cela est normal. Donc il ne faut pas que le fait de s'endetter soit vu comme étant un problème. S'endetter fait partie intégrante de, je dirais, la vie et de la gestion économique d'un pays. Le stock de la dette sur la richesse qui est le PIB ne doit pas excéder 70%. Ça, c'est la norme au niveau de l'UEMOA. Nous, en tant que Côte d'Ivoire, nous sommes aujourd'hui à 42,6%. À la fin de l'année 2018, nous serons donc à un peu plus de 43%, donc il y a une augmentation de 0,6%, ce qui est une augmentation qui est modérée. Deuxièmement, les bailleurs mesurent également la soutenabilité de la dette par un autre critère qui est le service de la dette ramené aux recettes fiscales, c'est-à-dire vos recettes propres. On voit le service de la dette, ce que vous aurez à payer annuellement au niveau de la dette, on les ramène à vos recettes propres, donc les recettes fiscales.
sur ce critère aussi qui est extrêmement important. Donc nous sommes en deçà donc, du seuil qui est de 18% fixé donc, avec le Fonds monétaire international. Donc je voudrais vous dire que sur tous les critères de viabilité de la dette, notre pays aujourd'hui respecte l'ensemble des normes. Et donc l'endettement que nous faisons est un endettement pour financer des investissements importants qui eux-mêmes vont soit générer la croissance qui permet au pays de devenir encore plus riche, et c'est grâce à cette richesse supplémentaire que nous allons rembourser la dette. Donc il n'y a pas de problème de solvabilité. 1,7 milliard d'euros, soit 1115 milliards de francs CFA ont été mobilisés lors de cet Eurobond 2018. Ce montant va permettre de financer d'importants projets de développement. Le président de la République et le Conseil avaient annoncé un important programme d'investissement dans le secteur de la santé. Je me souviens encore que ce programme était évalué à près de 577 milliards de francs CFA. Donc, un des éléments importants pour la part de l'année 2018 de ce programme sera de financer, je dirais, ce programme sur les ressources de l'eurobond. Nous avons aussi, vous le savez, l'école pour tous, qui est un programme important qui nécessite des investissements importants. Il y aura la contrepartie de beaucoup de grands projets d'infrastructures. Vous avez le 4e pont d'Abidjan qui sera financé par la BAD, mais la Côte d'Ivoire a une contrepartie à ce financement. Donc cet élément aussi sera pris en compte dans le cadre de ce eurobond. Vous vous souviendrez aussi de l'engagement du président de la République de faire en sorte que tous les villages qui ont plus de 500 habitants soient électrifiés. Nous avons aussi une contrepartie et une part nationale dans le cadre de financement de cet investissement important d'électrification au niveau du pays. La réussite de cette opération d'eurobond traduit une fois de plus l'intérêt que suscite la Côte d'Ivoire auprès des investisseurs internationaux. Nous sommes allés uniquement sur le marché de l'euro pour nous rendre compte que non seulement ce marché était liquide profond, mais que nous pouvons émettre à long terme. Et ce long terme, je veux vous le dire, c'est l'expression d'une confiance extrêmement forte des investisseurs internationaux dans la Côte d'Ivoire. Dans ces chiffres, au plan économique, dans ces institutions, la confiance dans le pays et en son avenir. 1115 milliards de francs CFA récoltés sur les 1310 milliards recherchés sur les marchés financiers pour financer le budget 2018. Pour les 195 milliards restants, le gouvernement prévoit de recourir au marché financier sous-régional. Le vice-président, lui, se trouve au Rwanda depuis hier. Daniel Kablan-Duncan est dans le pays dans le cadre du sommet extraordinaire de l'Union africaine. Comme information, ce mercredi, 44 pays ont signé l'accord cadre portant mise en place de la zone de libre-échange continentale. C'est un engagement fort des dirigeants africains pour le développement des échanges intra-africains et la création des conditions d'un vaste marché. La zone de libre-échange continentale africaine est l'un des projets phares de l'agenda 2063. C'est la vision à long terme de l'Union africaine. Nous y reviendrons avec notre envoyé spécial Awa Touré dans nos prochaines éditions. Moins connue que le parc national du Banco, mais 3 fois plus grande, la forêt d'Anguédédou. C'est le poumon vert de la ville d'Abidjan. À l'occasion de la Journée internationale des forêts, nous vous proposons en image de découvrir cette forêt, son importance pour les Abidjanais et surtout les menaces qu'elle subit. En santé, les bébés siamois nés au CHR de Mans sont arrivés en cours de journée à Abidjan. Les sœurs siamoises sont prises en charge au service néonatal du CHU de Yopougon. Cet après-midi, la ministre de la Santé, Raymonde Goudou Kofi, leur a rendu visite. Ouvrons maintenant le chapitre politique avec le lancement de la tribune les jeudis du RHDP. C'est une tribune d'information et de promotion des actions du gouvernement. Hervé Blé. Les actions du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et de son gouvernement au profit des Ivoiriens sont indénombrables et méritent d'être mises en valeur aussi. Cette plateforme de promotion des grandes actions du gouvernement est à saluer. La plateforme en question est dénommée les jeudis du RHDP. Sa mission, vulgariser les actions gouvernementales, les rendre visibles au niveau national et international. La Côte d'Ivoire revient de loin. Renaître ainsi de ses cendres
est une prouesse du gouvernement sous la houlette de son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui mérite d'être su. C'est cela les avantages tangibles de la cogestion fraternelle du pouvoir par les partis membres du RHDP. Les jeudis du RHDP, la tribune voit le jour à l'initiative de la présidente du RDR. Elle est pilotée par le secrétariat général délégué chargé de la vulgarisation des actions du gouvernement. Les jeudis du RHDP ont pour ambition de renforcer d'abord notre cohésion. Il s'agira d'expliquer les bénéfices directs et indirects, ainsi que les impacts des actions du gouvernement sur la qualité de vie de l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire. Les jeudis de l'information, une réponse adéquate au droit à l'information des populations. Paix, stabilité et cohésion, lutte contre la pauvreté. Les grands projets structurants sont quelques-uns des axes thématiques qu'aborderont à l'occasion un ou deux conférenciers, membres du gouvernement, leaders des partis RHDP et toute autre personne ressource. Depuis maintenant 7 ans que le RHDP est aux affaires, la Côte d'Ivoire a connu un bond significatif à tout point de vue. Beaucoup de défis ont été relevés. Ceci a été possible grâce à l'union des fils de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Je pense, à mon humble avis, que la meilleure chose que nous puissions faire à la mémoire du président Houphouët-Boigny, c'est de resserrer les rangs du RHDP. C'est heureux que nous ayons cette occasion. Je sais que tous les 2 jeudis, ce sera un moment formidable d'échange avec les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont dans l'attente de cela, les militants du RHDP aussi, pour s'approprier de toutes les actions. Et je voudrais vraiment souhaiter plein succès au jeudi du RHDP. Les jeudis du RHDP, la tribune est prévue pour se tenir le 1er et le 3e jeudi tous les mois. Premier invité, Ahoussou Kwadjo-Jano, ministre auprès du président de la République, chargé des relations avec les institutions et vice-président du PDCI RDA. Le rendez-vous est pris dès le mois d'avril au district d'Abidjan. Et maintenant, les sénatoriales. Aujourd'hui, mercredi 21 mars, 3e jour de campagne. On commence tout de suite par la liste RHDP du Poro avec Patricia Oumou et Tia. En présence des conseillers municipaux et régionaux, des responsables de jeunesse et des femmes, la liste RHDP, composée de Koulibaly Yaya et Silieu Cagnon Augustin, candidat pour les sénatoriales 2018 dans le Poro, a été présentée au public. Selon eux, dans un esprit de paix, de cohésion et de fraternité, ils partent en RHDP. Lorsqu'on est candidat, on est censé connaître la région donnée, parce qu'il s'agit de travailler avec les grands électeurs eux-mêmes qui ont été élus par la population. Et tous les projets qui vont certainement être exécutés par les collectivités territoriales, ces projets, disent les sénateurs, ont aussi le devoir d'accompagner ces collectivités afin que ces projets soient des projets fiables et dignes de la Côte d'Ivoire nouvelle et prospère. Au nord, nous avons quand même une culture. Les cadres se respectent et lorsque un cadre se signale, bon, les autres qui ont bien envie de le faire taisent un peu leur ego et puis accompagnent pour le bien-être de la région. Et l'objectif que nous visons aujourd'hui, c'est que le Nord soit uni et que nous parlions le même discours, de sorte que tout ce que nous allons entreprendre pour le développement de cette grande région du Poro aboutisse. Au total, 347 électeurs sont attendus au lieu de vote à l'EPP Groupe Scolaire, le seul bureau de vote pour l'élection des sénateurs dont le RHDP est seul en lice dans le Poro. Pour les sénatoriales, 116 candidatures retenues. On poursuit avec la liste indépendante de la Maraoué. Et là, c'est Sidonie Davila qui nous fait un point. L'union fait la force. C'est donc main dans la main que Kouaibi Irie, Thié Théodore et Traziebi Guessan ont décidé de porter la liste Union pour le développement. Sur le terrain, selon leur programme,
Leurs actions sont dirigées vers les besoins des populations de la région de la Marawi. C'est selon le besoin de la population qu'on travaille. Un élu n'a pas un programme spécial à lui. On tient compte de la présence de ceux avec lesquels vous travaillez. Les populations sont ici, à la Marawi, et vont nous orienter selon leurs besoins. Et c'est en fonction de leurs besoins que nous allons travailler. Nous allons faciliter la coexistence pacifique entre les populations de la Marawi. De façon concrète, nous allons être à l'écoute de tous les signaux qui peuvent porter préjudice à la paix qui prévaut dans la Marawi. Et donc nous allons anticiper en faisant des tournées d'explication, en faisant des tournées de sensibilisation. Je suis confiant et je fais confiance aux populations de la Marawi parce qu'ils aiment la vérité. Il y a longtemps que nous voyons certaines choses. Nous voulons que ça change. Nous avons la capacité, nous avons l'expérience et nous sommes efficaces pour le faire. C'est pour cela que nous avons décidé d'être candidats. Les deux candidats nourrissent l'espoir de remporter ces sénatoriales pour réaliser leurs ambitions en vue d'un grand changement dans leur région. Et on reste toujours avec Sidonie Davila dans la Marawi pour parler des temps forts de la campagne de la liste RHDP. Après avoir sillonné plusieurs villes de la région de la Marawi, les candidats de la liste RHDP marquent un arrêt à Boisflé pour faire le point avec les membres de la direction de campagne, Gweti Bisso Chal et Lionel Kofi Bassi, sont confiants et se félicitent du travail abattu sur le terrain après 3 jours de campagne. Le nom de notre liste, Rassemblement et Paix, 2 facteurs importants dans le développement d'un pays. Quoi de plus normal que nous nous inscrivions dans ce schéma et nous donner le maximum de chances au niveau de la Marawi pour briguer le suffrage de nos électeurs. D'autant plus que la Marawi elle-même, par sa diversité, a besoin de rassemblement et de paix pour son développement. Et lorsque nous serons élus, nous allons nous inscrire dans le cadre fixé par la loi, à savoir la défense des intérêts, n'est-ce pas, des conseils municipaux et régionaux. Nous sommes portés candidats pour les élections sénatoriales pour tout d'abord protéger le programme du président de la République à l'Assemblée du Sénat et aider nos différentes communes et régions dans le développement de la Marawi. Motivée à bloc pour gagner, l'équipe du RHDP a déployé tous ses membres dans toute la région à la conquête des électeurs. Et justement, les électeurs, il faut le rappeler, sont les maires, les députés, les conseillers municipaux, les conseillers régionaux. Ils sont estimés à 7000. La campagne maintenant dans la région du Tchologo avec la liste RHDP. C'est un reportage de Patricia Oumou-Etia. Pour Bakari Ouattara, enseignant-chercheur, et Sanogo Bakari, boulanger-pâtissier, tous deux de la région du Tchologo, candidats RHDP pour les sénatoriales 2018. Leur objectif est d'apporter l'union, la paix et le développement aux populations du Tchologo. Le message, c'est de solliciter tous les conseillers municipaux et régionaux ainsi que les députés de la région du Tchologo à venir massivement voter notre liste. Il faudra que tous les habitants de la région de Tchologo comprennent que le Sénat est une nécessité, c'est une vision du président de la République Alassane Dramane Ouattara et tout le monde doit adhérer à cette vision-là parce que nous pensons que cela y va pour l'évolution de la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous pensons que c'est une vision à laquelle tout le monde doit adhérer. Absolument, parce que là, nous pensons que nous sommes dans la région de Tchologo, où quand même sont issus les grands leaders de ce pays, en l'occurrence le président Alassane Dramane Ouattara et le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, auquel nous associons le ministre Ibrahim Tiéné Ouattara. Et nous pensons que la population doit donner l'exemple de cette cohésion nationale. La rencontre d'échange d'informations et de sensibilisation relative aux élections sénatoriales a rassemblé les leaders d'opinion et les responsables locaux. Ils ont sensibilisé à une campagne apaisée. 192 électeurs sont attendus le jour du vote au lycée moderne de Ferké. Dans l'Agnébi-Tiassa, la liste indépendante de la région tente de convaincre les indécis. Et là-bas, c'est notre reporter Manguivé qui revient sur les temps forts.
Union, responsabilité, développement. La devise de la liste conduite par les candidats Ekissi Béou et Amo Ekissi Hyacinthe. Les deux hommes disent bien connaître les véritables préoccupations des populations de Languébi-Tiassa. Nous sollicitons le suffrage du collège électoral parce que nous voulons travailler pour notre région et pour la Côte d'Ivoire. Donner l'exemple d'une bonne gestion, faire des interventions crédibles qui puissent amener la commune à avoir beaucoup d'avantages. Les atouts qui militent en notre faveur, nous sommes deux. C'est d'abord, nous avons un programme assez cohérent. Et nous sommes à la hauteur de l'enjeu. Moi, je connais bien la collectivité puisque je suis moi-même conseiller municipal. J'ai à ma droite monsieur le maire Ekissi d'Azagué qui connaît un peu ce que c'est que la gestion d'une mairie. Et nous voulons donc améliorer les rendements et donner, si vous voulez, la possibilité à notre population de vivre mieux. Nous allons également travailler un peu avec la diaspora, à qui nous voulons positionner pour que les choses se passent vraiment bien dans le pays. Mettre à contribution les forces vives de la diaspora, poser des actes forts pour soutenir les collectivités locales de la région. Les candidats Ekissi Béou et Amo Ekissi Hyacinthe veulent porter haut le flambeau de la région de Languébi-Tiassa. Toujours dans la région de Languébi-Tiassa, la liste RHDP de son côté fait aussi campagne pour mobiliser les électeurs, nous dit toujours Herman Guivé. Sochi Akembo Frédéric et son colustier Yapobi Jean-Désiré Lucien, candidat de la liste RHDP pour remporter cette élection sénatoriale, mise sur leur atout majeur, la longue expérience qui est la leur dans la gestion de questions liées au développement local. Pour nous, l'avènement du Sénat est l'expression de la volonté de son Excellence le président Ouattara de booster le développement. Le Sénat, dans sa conception, est la représentation des collectivités territoriales. J'ai fait 12 ans en tant que conseiller municipal, 7 ans de mairie, 10 ans de conseil général et je suis à ma 5e année du conseil régional. Il va sans dire que j'ai hâte de pouvoir effectivement représenter cette collectivité que je connais le mieux, qui devrait, depuis longtemps d'ailleurs, être l'élément moteur du développement de notre pays. On ne va pas aux élections parce qu'on a envie d'aller aux élections, on va aux élections parce qu'on sait ce que c'est et on va pour faire quelque chose. Donc, l'électorat connaît. Expérience et savoir-faire, Sochi Akembo Frédéric et Yapobi Jean-Désiré Lucien en appellent au discernement des électeurs dans leur choix le 24 mars prochain. Notre correspondant Ngana Konate, lui, est dans le Haut-Sassandra. Il a suivi la liste RHDP. Regardez. Eri Binguessan et Touré Lanciné sont les candidats de la liste RHDP de la région du Haut-Sassandra. Ils ont parcouru plusieurs localités de la région pour expliquer aux conseillers municipaux et régionaux l'importance et le fonctionnement du Sénat. Après que la loi soit votée par l'Assemblée nationale, elle est envoyée au Sénat en 2e lecture et c'est à l'issue de cette 2e lecture qu'elle est promulguée donc par le président de la République. Tous les pays du monde qui ont un parlement à 2 chambres font figure de pays sérieux. La liste RHDP a aussi promis défendre les intérêts de la région. Quand les lois sont votées, nous allons lire les virgules, les espaces, pour voir si l'intérêt de la commune, si l'intérêt de la région y est, en termes donc d'outils de développement. Les intérêts d'une collectivité, c'est quoi? C'est de trouver les outils qui lui donnent toute la force, tous les moyens matériels et financiers pour impulser le développement local. Derrière le développement local, celui qui est visé, c'est le citoyen. Nous avons les cheveux blancs, on représente la sagesse, comptez sur nous. Dans la région du Haut-Sassandra, 288 électeurs sont concernés par cette élection sénatoriale du 24 mars prochain. Allons maintenant dans la région du Worodougou, c'est la zone d'Abou Sanogo. Il explique que la liste RHDP mobilise les électeurs à participer massivement au vote.
La liste RHDP seule en lice dans la région du Ouorodougou. 2 candidats, en l'occurrence le maire de Kani, Yaya Meïté, et l'ex-député suppléant de la commune de Séguéla Bakayoko Vaflali, sont désignés pour la sénatoriale dans la région. Et ils se sont rendus à Sifié-Djoula-Soba pour échanger avec les grands électeurs à la mairie de cette localité. Nous avons une seule liste. Aujourd'hui, nous avons ouvert la campagne à Séguéla et nous sommes là cet après-midi à Sifié. Le message est passé et nous pensons que les choses sont en place et que samedi, les choses se passeront très bien et que tous les 239 électeurs seront présents et voteront pour la liste que nous leur avons proposée. On est là pour accompagner nos collectivités en améliorant la qualité de vie de nos populations. Le président du conseil régional est là, les maires sont là, ils font bien leur travail. Je crois que nous sommes prêts à les accompagner dans le processus, pourvu qu'au soir du 24, nous sommes certains qu'on sortira vainqueur avec un pourcentage très acceptable. Un seul lieu de vote. Le groupe scolaire Château de Séguéla va accueillir le jour du scrutin 239 électeurs. Élection sénatoriale dans la région du Béré. La liste indépendante est sur le terrain. La suite avec Abou Sanougou. La région du Béré part à ces élections sénatoriales avec 2 listes. Dogomo Kanate et Maître Bamba Mamadou sont les candidats indépendants. Ils conduisent la liste l'Union pour le développement du Béré. Très confiants, ils entendent impulser le développement dans le Béré. Mais l'essentiel pour eux, sauvegarder l'esprit de famille. Je vais participer au débat des sénateurs pour apporter les préoccupations, apporter le point de vue de mes populations au Sénat. Que ça se passe dans la paix, dans l'union et dans la fraternité. Nous sommes tous des frères, nous sommes tous de la même région. Ce n'est pas une élection qui doit nous diviser. On apportera beaucoup de choses avec le conseil régional, avec les différents conseils municipaux. On ne finira pas jamais d'aider les parents. Je dois apporter beaucoup de choses à mes parents. Nous sommes des hommes de confiance. Moi, je perds très peu. Je perds très peu, mais j'agis. Au soir du 24, on sortira vainqueur. Parce que nous avons travaillé. Nous avons travaillé selon les retours qui nous parviennent. Les échos sont bien. Dogomo Kanate et Bamba Mamadou comptent sur les 191 électeurs des 6 communes de la région du Béré pour un triomphe au soir du 24 mars. Cap sur la région du Boclé où la liste indépendante de la région dans sa campagne met l'accent sur le corps à corps. Mamadou Kwasi. Campagne de proximité, c'est la stratégie adoptée par la liste Ensemble pour le Boclé, une liste de candidats indépendants constituée de Jean-Baptiste Pani et de Amélie Becré. Ces candidats veulent impulser un nouveau dynamisme à la politique de développement de la région du Boclé. Donc nous sommes candidats pour être le porte-voix de nos parents, le porte-voix de nos amis, le porte-voix des populations de la région du Boclé. Mais nous sommes surtout candidats pour rassembler les filles et les fils de la région du Boclé. Nous sommes également candidats pour apporter un changement, mais vraiment un changement à tous les niveaux. Au niveau des ressources humaines, nous pensons que ces ressources humaines devaient être renforcées et que certaines ressources humaines devaient être remplacées également, faute de résultats probants. Pour se faire élire au soir du samedi 24 mars prochain, la liste Ensemble pour le Boclé met un accent particulier sur la cohésion et la paix. Elle est les dames, moi je suis un homme, mais nous faisons la promotion du genre justement. Elle vient de Fresco, je viens de Sassandra, mais géographiquement, nous sommes parfaitement équilibrés sur la région. Il n'y a pas meilleure liste que cette liste-là pour fédérer justement tous les enfants et toutes les filles de la région du Boclé. Et donc aujourd'hui, nous nous lançons cet appel-là pour que tout le monde nous fasse confiance. Cette campagne de proximité va se poursuivre jusqu'au jeudi 22 mars prochain afin de convaincre davantage les conseillers municipaux et régionaux ainsi que les députés de la région du Boclé. Et dans la même zone de Boclé, il y a aussi la liste RHDP qui fait campagne. Les temps forts toujours avec Mamadou Kwasi. Cette journée de campagne sénatoriale 2018, les candidats de la liste Rassemblement épais de la région du Boclé sont à Fresco.
Les candidats Kragbe Yvon Serge et Gilles Niapi, assistés du coordinateur régional du RHDP, échangent avec les conseillers municipaux et régionaux de la ville du Fresco. Notre candidature est motivée par le fait que nous voulons aider les populations du Boclé à sortir de la léthargie dans laquelle elles vivent. Nous voulons, grâce à l'émergence promise par le chef de l'État, participer à ce développement. Vous savez que le Sénat va nous permettre de pouvoir débattre de tous les problèmes des collectivités locales, de nos mairies, de nos conseils régionaux, et nous voulons être au cœur et ne pas être en marge. Les candidats du RHDP promettent de mettre leur expérience à la disposition de la région du Boclé. L'expérience de l'Assemblée nationale de M. l'Honorable, sans oublier mon expérience à l'international au sein des Nations Unies, accompagné par le ministre Légré et l'Honorable Flébo Basile, nous pensons que nous saurons défendre les intérêts de nos populations et de nos collectivités locales, une fois à l'hémicycle. Nous leur demandons de nous faire confiance au chef de l'État et au gouvernement ivoirien. Nous leur demandons de bien réfléchir et de savoir choisir, parce que nous ne voulons pas que Fresco rentre à reculons dans l'histoire. C'est un collège électoral d'environ 80 électeurs qui va désigner à Sassandra les 2 sénateurs de la région du Boclé. Campagne sénatoriale dans la région du Bunkani, la liste RHDP invite les électeurs à participer massivement au vote, nous dit Serge Kolia. Goro Ien, candidat RHDP dans le Boukani, consulte au quotidien le listing des 142 électeurs. Depuis l'ouverture de la campagne, rencontres et échanges téléphoniques meublent ses journées. Ce matin, il rend visite à Yen Sinabari, conseiller régional, secrétaire départemental du RDR et ancien secrétaire général du PDCI à Bouna. Ma stratégie est très simple. C'est de porte à porte. Et ce qui m'a facilité, c'est que le conseil régional et les mairies sont du RHDP. Donc je crois que c'est déjà un acquis. Mais j'ai une équipe qui tourne et moi je reçois les sages à la maison. Agent des douanes à la retraite et actuel vice-président du conseil régional du Boukani, Yen Goro veut se mettre davantage au service de sa région. D'abord, ma préoccupation c'est la cohésion. Le Sénat, ce n'est pas comme la mairie ou le conseil régional où nous avons un budget. Mais je me battrai au moins pour qu'il y ait un changement, surtout dans notre région. Je veillerai à ce que le conseil travaille et la mairie. Je crois que c'est notre rôle. Dans notre région aussi, il faut encourager nos parents à scolariser les jeunes filles. Face à 2 indépendants, Yengoro et Kwaku Ouattara conduisent la liste RHDP dans le Bunkani. Bunkani, après Moronou, la liste RHDP a présenté sa vision aux électeurs sur place. Les détails avec Kader Sogodogo. Le corps à corps est assurément la stratégie la plus utilisée pour cette élection au Sénat. Dans le Moronou, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix s'y met. Élus municipaux, régionaux et les députés de Bongwanou, Mbato, Tiemelekro, Ara et Anoumaba sont ciblés. Je suis candidat parce que j'ai décidé de mettre mon expérience, mon savoir-faire au service de la nation et par ricochet au service du Moronou qui est ma région natale. C'est pourquoi j'ai décidé donc de parcourir toutes les localités où il y a une municipalité pour rencontrer les grands électeurs pour que, à travers cette candidature du RHDP, nous puissions être représentés au niveau de ce nouveau Parlement qui se met en place. J'invite tous les grands électeurs à voter la liste Timoko Kofi Boni Séraphin qui représente le RHDP dans cette région. Nous les invitons donc à voter samedi, qu'aucun ne reste chez lui, que tout le monde se déplace pour aller voter. Toute la journée de samedi est faite pour ça. Dans la région du Moronou, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, sera face à 2 listes indépendantes. Voilà, fin du chapitre consacré au sénatorial. 13 régions parcourues ce soir. La campagne électorale qui a démarré le 19 mars prend fin demain, jeudi 22 mars.
Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, au moins 47 personnes ont été tuées en une année dans la répression des manifestations contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. C'est un rapport des Nations Unies qui l'a révélé. Fin de la garde à vue de Nicolas Sarkozy dans l'enquête sur des soupçons de financement de sa campagne présidentielle de 2007 par la Libye. Pour le moment, pas de précision sur les éventuelles poursuites judiciaires décidées par les magistrats. L'ancien président français, qui a toujours rejeté ces accusations, peut être remis en liberté, présenté à un juge en vue d'une éventuelle mise en examen ou convoqué ultérieurement. Ainsi s'achève ce 20h. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous et on se retrouve demain.